Bien, nous sommes réunis aujourd'hui pour que Rémi nous présente son travail doctoral, donc intitulé Hypothèse d'un référentiel spatial commun au droit devant soi et à la verticale gravitaire, donc avec une approche observationnelle et une approche expérimentale. Rémi aura une quarantaine de minutes, 45 minutes pour nous présenter son travail. Et ensuite, eh bien, on passera au jeu des questions-réponses avec les membres du jury. On fera peut-être 2 tours de questions, histoire de challenger un tout petit peu Rémi. Et ensuite, éventuellement, selon le temps qui nous est imparti, eh bien, on pourra voir si à tout hasard, il n'y a pas de questions dans le public, des questions qui pourraient être portées par contre par des personnes qui sont déjà docteurs. On verra en fonction des questions déjà posées, du temps imparti, si le temps nous le permet. Mais voilà, si à tout hasard vous êtes déjà docteur et que vous vient à l'esprit une question que les membres du jury pourraient ne pas avoir posée, eh bien, on vous donnera vraisemblablement la parole pour poser cette question ou ces questions. On va pas poser non plus trop de questions de la part du public, mais c'est une possibilité qui sera offerte à Rémi eh bien, de défendre son travail, y compris euh, face aux questions du public. Eh bien, Rémi, on vous donne la parole et on vous donne la parole. Alors, bonjour à tous. Avant de commencer cette présentation, bien sûr, un grand merci au jury d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté de lire, d'évaluer, d'examiner ce travail de thèse. Alors, dans cette présentation, je vais d'abord faire une petite revue de littérature. Je présenterai 5 études observationnelles et expérimentales et on verra ce que ces études ont à nous dire justement sur l'existence ou pas de ce référentiel spatial commun au droit devant soi et à la verticale gravitaire. Alors avant toute chose, on va rappeler un postulat théorique très important en cognition spatiale, qui est que le cerveau va utiliser des systèmes de coordonnées, qu'on va appeler dans la littérature des référentiels spatiaux, pour appréhender l'orientation et la position de toutes les entités spatiales. Dans cet exemple-ci, les coordonnées de la tasse de café vont pouvoir être déterminées par rapport à un référentiel centré sur le corps de l'observateur, par rapport au vecteur gravitaire, la verticale gravitaire, ou encore par rapport à un deuxième objet quelconque, comme cette deuxième tasse. On va parler ici respectivement de référentiels égocentrés, gravitocentrés et halocentrés. Dans ce travail de thèse, on va être spécifiquement intéressé par 2 références spatiales qui vont être le droit devant soi et la verticale gravitaire. Premièrement, le droit devant soi va être défini comme ce plan sagittal qui va venir segmenter le corps et l'espace en 2 secteurs, gauche et droite. Cette représentation va être particulièrement utile pour appréhender les objets en termes de gauche et droite par rapport à nous, mais aussi pour tout ce qui est contrôle sensorimoteur. Cette représentation va être construite à partir de plusieurs indices sensoriels d'ordre somesthésique, visuel ou vestibulaire et va pouvoir être modulée aussi par des processus d'attention spatiale, qui va mettre en jeu un réseau pariéto-frontal bilatéral avec notamment une dominance hémisphérique droite. La verticale gravitaire, d'autre part, joue un rôle extrêmement important, bien sûr, pour le contrôle postural. Il va aussi nous permettre de percevoir le monde de façon stable, puisque la verticale gravitaire est par essence absolue et immuable. Elle va aussi reposer sur plusieurs indices sensoriels. Si je dois estimer la verticale, je vais tout d'abord pouvoir me reposer sur des capteurs sensoriels sensibles à la gravité, que sont les otolithes vestibulaires et les mécanorécepteurs, les interocepteurs, comme on pourrait les appeler somesthésiques. On va parler ici de graviception pour perception de la gravité. Une deuxième source d'information cruciale, bien sûr, c'est le contexte visuel. Les murs de cette salle sont parfaitement droits et me donnent des indices très fiables sur la verticale. Là encore, cette représentation va mettre en jeu un très large réseau bilatéral, cette fois-ci thalamo-pariéto-insulaire, avec aussi une prédominance dans l'hémisphère droit. Dans la littérature, ces 2 types de représentations sont étudiés de façon parallèle. Il n'y a pas vraiment de pont entre ces 2 littératures. Un peu comme si ces 2 représentations
reposer sur des processus tout à fait distincts. Pourtant, cet a priori va être un peu challengé par de récentes études cliniques que je vais vous livrer ici. Alors, c'est dans le contexte précis de la lésion hémisphérique, et notamment via l'étude du patient avec négligence faciale, qu'on va justement remettre en question cet a priori. Après lésion hémisphérique, notamment droite, il est assez fréquent que les patients se mettent à ignorer, oublier ou fuir en quelque sorte l'hémiespace contralésionnel. On parle de négligence spatiale, un déficit protéiforme qui va s'exprimer dans plusieurs modalités sensorielles, plusieurs domaines spatiaux et référentiels spatiaux. Là, ici, on a un exemple avec la facette extracorporelle de la négligence spatiale, où vous voyez très bien que la partie gauche d'objet dans des tâches de dessin ne va pas être dessinée. Dans la facette, cette fois-ci corporelle, ces patients vont avoir du mal à arracher des post-it placés sur l'hémicorps gauche, typiquement. On va aussi considérer dans ce travail la négligence spatiale comme le modèle pathologique du droit devant soi. C'est-à-dire qu'on va très souvent retrouver chez ces patients négligents une déviation en translation ou en orientation du droit devant subjectif. Par exemple, quand on leur demande de pointer droit devant eux. On notera tout de même que la négligence spatiale reste un proxy imparfait d'un droit devant soi pathologique, puisque tous les patients ne vont pas forcément présenter de déviation du droit devant soi. Ce qui est particulièrement intéressant pour nous à présent, c'est le fait que ces patients négligents vont également présenter une perception inclinée de la verticale gravitaire. Quand on va leur demander d'orienter une baguette lumineuse dans le noir ou encore d'orienter un bâton, toujours dans le noir, à la verticale, on va constater des erreurs contralésionnelles. Donc, chez les patients avec négligence gauche, la verticale va être penchée typiquement à gauche. De la même façon, quand on va les mettre dans une roue et que ces derniers doivent eux-mêmes se mettre à la verticale, on va aussi voir des patterns d'erreur assez importants, tant contralésionnels que ipsilésionnels, d'après la littérature. De surcroît, on va aussi s'apercevoir que ces patients avec négligence, ils ont aussi tendance à présenter d'importants signes de latérοπulsion, c'est-à-dire que, vous voyez, ils vont spontanément venir incliner ou même pousser leur corps vers le côté contralésionnel, dans le plan frontal, comme si ils avaient envie de réaligner leur corps avec une représentation inclinée de la verticale. Vous voyez, la verticale serait perçue comme ceci par les patients et donc ils ajusteraient leur corps en fonction. On a même une étude très récente de notre groupe de recherche par Dai et al. Qui a pu montrer, entre autres, que chez 62 patients avec des signes modérés à sévères de latérοπulsion, eh bien, tous ces patients, sans exception, présentaient des signes de négligence spatiale corporelle ou extracorporelle. Ce qui renforce encore vraiment la force de ce lien entre négligence spatiale et représentation inclinée de la verticale. Dai et al., dans leur papier, ont donc proposé l'hypothèse suivante, qui est que l'espace pourrait être représenté à la fois par rapport au droit devant et à la fois par ce qu'ils vont appeler le droit dessus, c'est-à-dire le droit dessus, la verticale. Donc, dès lors qu'on a une lésion hémisphérique droite, on aurait des anomalies référées au droit devant qui font référence à négligence spatiale, et celles qu'on va retrouver dans le plan frontal vont faire référence à la latérοπulsion. C'est une hypothèse qui va même être étayée sur un plan, je dirais, conceptuel par de récentes études chez l'animal, dans lesquelles on a pu montrer que certains neurones étaient capables de coder des informations en 3 dimensions, dans le plan frontal et horizontal. À partir de ces données cliniques, on peut alors dégager 2 scénarios théoriques. Le premier, c'est celui qui va être énoncé par Dai et al., à savoir qu'il y aurait une sorte de représentation en 3 dimensions référée au droit devant et au droit dessus. Et le deuxième scénario, cette fois-ci un petit peu plus, on va dire, parcimonieux, ce serait qu'on a seulement 2 représentations indépendantes pour le droit devant et la verticale, et qu'après lésion hémisphérique droite, la lésion serait finalement assez sévère pour venir, vous voyez, perturber ces 2 représentations de façon simultanée, mais sans pour autant qu'on soit dans ce scénario-là. Je parlerai ici de représentation 2D par commodité, tout simplement parce que, vous voyez, il y a toujours un plan qui va être manquant
quand on va considérer ces représentations. Alors, comment est-ce qu'on a fait maintenant pour confronter ces deux scénarios théoriques? Alors, on a eu recours à deux approches. Tout d'abord, une approche observationnelle qui consistait dans le prolongement de la littérature clinique, à approfondir notre connaissance de ce lien entre les anomalies référencées au droit devant et au droit dessus. On a étudié ce lien via l'étude du lien entre justement négligence spatiale et verticale subjective. On a aussi regardé comment ces anomalies de droit devant et de droit dessus allaient s'exprimer dans un matériel graphique qui est celui de l'écriture et du dessin. Sur un plan, cette fois-ci expérimental, on est allé chez des sujets sains tester directement sur un plan causal notre hypothèse de représentation 3D. Et je vous parlerai de ces interventions que sont la réalité virtuelle inclinée, l'adaptation prismatique et l'indissage visuo-attentionnel. Je vous propose de vous présenter d'abord le versant observationnel. On a eu la chance cette année de pouvoir publier notre premier papier dans Annals of New York Academy of Science. Le but de cette étude était double. Premièrement, dans la littérature, on n'a pas encore assez de données sur la robustesse du lien entre négligence spatiale extracorporelle et verticale posturale. Le deuxième but, c'était de, pour la première fois, venir explorer cette facette corporelle de la négligence spatiale qui est bien souvent ignorée, parce qu'on utilise très souvent en clinique des tests papier-crayon, donc dans la modalité visuelle. Et cette facette, on ne sait pas vraiment quel lien elle va avoir avec des déficits de graviception qui sont mesurés par les verticales visuelles et posturales. Pour mener à bien ce travail, on a eu la chance de se reposer sur la cohorte d'Obras pour Determinant of Balance Recovery After Stroke. C'est une cohorte de 250 patients à peu près qui ont été recrutés à l'hôpital Sud de 2013 à 2019. À partir de critères d'inclusion, on a pu recruter pour cette étude ancillaire 77 participants avec une première lésion hémisphérique droite. La plupart d'entre eux étaient testés à 30 jours post-AVC et plus rarement à 60 ou 90 jours post-AVC. Ils présentaient, ces patients, toutes les caractéristiques habituelles que l'on retrouve après lésion hémisphérique et avaient des handicaps majoritairement modérés ou sévères. On a évalué la négligence spatiale donc dans la facette à la fois extracorporelle et corporelle, avec des tests bien validés en clinique, très très bien connus, que sont le test de lecture, le test d'exploration de cloche dans une feuille de papier, le test de dessin, pour recopier la figure de Guénotis, c'est juste un paysage que vous devez dessiner devant vous. Et enfin, c'est les kinés qui regardaient si dans la vie quotidienne, ces patients présentaient des signes de négligence extracorporelle. Pour la négligence, cette fois-ci corporelle, on va typiquement demander au patient de venir explorer son hémicorps gauche, typiquement de venir attraper son pouce, d'arracher les post-it sur l'hémicorps gauche, de faire semblant de se raser, de se peigner, ce genre de choses. Et dans la vie de tous les jours, on va aussi regarder si le patient a du mal à faire des actions qui engagent l'hémicorps gauche, comme s'habiller, placer la roue sur le fauteuil roulant, ce genre de choses. À partir de tous ces tests, on a fait le diagnostic. On diagnostiquait la négligence spatiale à partir de 2 tests anormaux pour chaque domaine. Et à partir des scores bruts de chaque test, on calculait aussi des scores composites afin de mesurer la sévérité de la négligence sur une échelle continue. Les tests de verticale subjective, ce sont les tests bien connus de verticale visuelle et posturale. Typiquement, le patient est placé dans le noir devant la ligne alignée à la verticale, ou alors il est placé dans la roue, comme ce que je disais dans l'introduction. J'en profite aussi pour glisser ici que si on utilise 2 tests et pas qu'un seul, c'est parce que ces 2 tâches vont différer en fait en termes de pondération sensorielle. La graviception vestibulaire va en effet jouer un rôle plus important dans la tâche verticale visuelle. C'est la graviception somesthésique qui va être prédominante cette fois-ci dans la tâche verticale posturale. Et il est bon de noter aussi que l'orientation de la verticale est considérée anormale au-delà de 2,5 degrés. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est que les sujets sains sont extrêmement précis dans ce genre de tâches. Au niveau des résultats, pour étudier les liens entre ces différentes facettes de négligence spatiale et de verticale subjectif,
il est naturel de regarder des corrélations, tout d'abord. Vous avez donc en X le score composite de négligence, qui atteste de la sévérité de la négligence, donc, et en Y, vous avez les orientations de verticale. On peut voir que plus la négligence spatiale, vous voyez, va être sévère, plus le biais contralésionnel de verticale va être sévère aussi, et quelle que soit la modalité ou le domaine de négligence spatiale. Qui plus est, quand on va mettre ces 4 variables dans une analyse en composantes principales, on va dégager une seule dimension à même d'expliquer 2/3 de la variance dans ces données. Ce qui suggère encore une fois un lien très fort entre ces 4 variables. Sur un plan qualitatif maintenant, quand on croise les diagnostics de négligence et de verticale subjective, on va voir que la négligence spatiale va englober en quelque sorte les déficits graviceptifs transmodaux. Vous pouvez voir ici que les 26 patients qui vont présenter des biais contralésionnels à la fois dans la tâche verticale visuelle et posturale, ce qui objective des déficits de graviception vestibulaire et somesthésique, vont tous présenter, sans exception, les signes de négligence corporelle, extracorporelle ou les deux. La plupart du temps, c'était les deux, par ailleurs. Dans l'ensemble, ce sont des résultats qui vont partiellement étayer l'hypothèse d'une représentation 3D référencée au droit devant et au droit dessus. Pourquoi partiellement? Parce que les corrélations qu'on observe ne sont tout de même pas de l'ordre de 1 pour 1, ce qui laisse de la place pour des représentations en 2 dimensions indépendantes pour le droit devant et le droit dessus. On va aussi pour la première fois, et ça c'est vraiment intéressant par rapport à la littérature existante, montrer que cette négligence, elle est bien liée à une représentation inclinée transmodale de la verticale. On a bien un lien avec les deux types de graviception, vestibulaire et somesthésique. Les travaux neuroimagerie sur le sujet sont à venir et seront très intéressants pour déterminer si on retrouve aussi sur le plan neuroanatomique une sorte de point de convergence entre ces 4 variables. J'en profite pour présenter aussi notre modèle qu'on a proposé dans l'article. Alors, il est légèrement chargé, donc je vais passer dessus, mais si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Maintenant, pour les études numéro 2 et 3, on s'est intéressé à ces manifestations de droit devant et de droit dessus pathologiques dans l'écriture et le dessin. Il est bien connu qu'après lésion hémisphérique droite, les patients présentent, vous voyez, effectivement des patterns graphomoteurs plutôt anormaux. On va avoir différents types d'erreurs dans ce matériel graphique. On va avoir des erreurs liées à la négligence spatiale. L'écriture va être compressée sur la partie droite de la marge. Et dans le dessin, on va constater de nombreuses omissions gauche. Vous voyez, voilà. De plus, on va aussi constater, alors c'est un peu biaisé, j'ai sélectionné les dessins et les écrits les plus penchés. Mais effectivement, très souvent, on va avoir des inclinaisons extrêmes de l'écriture et du dessin, le plus souvent du côté contralésionnel. Et cette fois-ci, en revanche, les mécanismes sont beaucoup moins connus. Néanmoins, on a une très récente étude de notre équipe de recherche, par Joly et Toll, qui va suggérer que ces inclinaisons graphomotrices pourraient trouver leur source dans une représentation inclinée de la verticale, toujours du côté contralésionnel, qui va venir se transposer dans la feuille de papier. Comme il s'agit d'une étude de cas, notre premier objectif ici, c'était de venir étayer cette hypothèse, cette fois-ci à l'échelle du groupe. Et ensuite, par rapport à notre hypothèse de référentiel 3D, de voir si ce type d'erreur était lié à ce type d'erreur. Cependant, il nous a fallu faire d'abord un travail préliminaire, c'est-à-dire que les évaluations d'inclinaison graphomotrice sont malheureusement rares et qualitatives dans la littérature clinique. Si on veut pouvoir mener à bien notre investigation, il nous fallait des critères quantitatifs. On a donc sur le sujet un deuxième papier actuellement en révision, dans lequel on a recruté 69 participants, toujours avec lésion hémisphérique droite. Ces derniers présentaient à peu près le même profil clinique que les participants de l'étude d'avant, puisque pour la plupart, ce sont les mêmes patients. On avait aussi 64 participants sains, dont les données étaient extrêmement utiles pour déterminer les intervalles de normalité pour chaque critère d'orientation, de dessin et d'écriture. Voici nos candidats.
On a l'orientation de la ligne, l'orientation de la marge pour l'écriture, et pour le dessin, vous voyez, on allait chercher l'orientation du toit, des murs, ou encore de la ligne du sol et des arbres par rapport au tronc. On a comparé tous ces critères en termes de faisabilité par le patient, est-ce qu'on a des données manquantes, en termes de faisabilité par l'examinateur, c'est-à-dire est-ce que le critère est cotable, parce que des fois les productions graphomotrices sont beaucoup trop brouillonnes, entre guillemets, et la fidélité interjuge, pour à quel point, quand on évalue le même critère deux fois, on a à peu près les mêmes valeurs. On a pu voir que ces trois critères étaient réunis chez justement trois critères qui sont la ligne, les murs et les toits. Maintenant qu'on a ces trois critères, c'est bon, on peut venir étudier ce lien entre inclinaison graphomotrice et inclinaison de la verticale gravitaire. On a donc à nouveau nos 69 patients avec lésion hémisphérique droite, chez qui on a évalué l'orientation graphomotrice, la largeur de la marge d'écriture, pour avoir cette idée de l'influence de la négligence spatiale, cette fois-ci, les, sur l'écriture, et à nouveau nos mesures de négligence spatiale et de verticale subjective. Pour tester cette idée d'un lien donc entre représentation de la verticale et inclinaison graphomotrice, on a à nouveau eu recours à des corrélations. Vous avez en Y des orientations graphomotrices et en X, pardon, et en Y les mesures de verticale. Et cette fois-ci, on peut voir uniquement pour les lignes et pour les toits que plus ces derniers vont être penchés vers le haut, plus on va à gauche donc, plus la verticale va de façon congruente être aussi penchée du côté contradictionnel, vers la gauche. Cette fois-ci, quand on va s'intéresser à ce lien entre erreur graphomotrice latéralisée et en orientation, alors tout d'abord, on va déjà au préalable venir confirmer que cette largeur de marge elle est bien liée à la négligence spatiale, premièrement. Et quand on va venir la corréler à l'orientation de la ligne, malheureusement, on ne va pas constater de corrélation. Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas finalement de lien entre ces manifestations latéralisées et en orientation. On peut donc en conclure que ces données vont plutôt venir étayer l'hypothèse de représentation 2D indépendante, puisqu'elle se manifeste de façon indépendante dans le matériel graphique. Néanmoins, c'est quand même des données très intéressantes, puisqu'elles semblent supporter cette hypothèse d'un lien entre représentation inclinée de la verticale transposée dans la feuille de papier et inclinaison graphomotrice. Il nous faudra néanmoins à l'avenir venir investiguer d'autres types de mécanismes qui pourraient aussi venir induire des inclinaisons graphomotrices. Notamment, on sait que chez des patients, on peut avoir des problèmes d'intégration du retour visuel. Et si vous-même, vous fermez les yeux cette fois-ci, vous allez voir que très vite, votre écriture va venir pencher vers le haut aussi. Donc, ça va être intéressant d'étudier ce genre de pathomécanisme également. Je vous propose maintenant de passer au versant expérimental. On est vraiment venu utiliser des interventions chez le sujet simple pour tester causalement cette idée de représentation 3D. Tout d'abord, dans l'étude numéro 4, on a eu recours à deux interventions, la réalité virtuelle inclinée et l'adaptation prismatique. Alors pourquoi avoir choisi spécifiquement ces deux types d'interventions? En fait, notre idée, c'était de pouvoir, de façon indépendante, biaiser soit la verticale subjective, en induisant un biais, là par exemple, vers la gauche, ou venir biaiser, de façon tout à fait sélective aussi, le droit devant subjectif. Et l'idée maintenant, c'est que si on est dans un scénario de représentation en deux dimensions indépendantes pour le droit devant et la verticale, la réalité virtuelle inclinée ne devrait pas induire de déviation du droit devant. De façon réciproque, l'adaptation prismatique ne devrait pas non plus induire de déviation de la verticale subjective. En revanche, si on est bien dans un scénario de représentation en trois dimensions, on devrait dans les deux cas observer des biais concomitants. Et qui plus est, ces biais devraient être de polarité opposée, comme ce que l'on observe après lésion hémisphérique. On a choisi l'adaptation prismatique tout d'abord parce que
Cette intervention est bien connue pour avoir un effet très fort sur le droit de vent subjectif. Pour faire court, l'adaptation prismatique va consister, grâce au prisme, à induire une déviation du champ visuel de quelques degrés vers la droite ou vers la gauche, afin d'induire des erreurs dans une tâche de pointage. Vous allez pointer beaucoup trop, ici en l'occurrence avec des prismes droits, vers la droite. Petit à petit, le sujet va s'adapter et pointer de mieux en mieux vers la cible. Là où c'est intéressant pour nous, c'est que ce type d'intervention va induire des effets post-test, notamment des effets post-test très forts sur le droit de vent proprioceptif. Après une session d'adaptation phonétique gauche, le droit de vent, vous voyez, va être fortement décalé vers la droite, généralement de l'ordre de... Alors, c'est pas, ça c'est chez le patient à 10-15 degrés, mais chez le sujet sain, 3-4 degrés peut-être. Je mentionne aussi que l'adaptation prismatique ne va pas seulement induire des effets post-test sur un plan sensorimoteur, c'est-à-dire dans des tâches qui vont reposer sur des mouvements de pointage qui sont aussi engagés dans la procédure en elle-même, mais vont aussi venir se généraliser à des tâches davantage perceptives, comme dans la dissection de lignes sans pointage. Notre question de recherche à nous maintenant, c'était est-ce qu'il va y avoir une extension de cet effet post-test sur la verticale subjective également? On a deuxièmement choisi la réalité virtuelle inclinée, tout simplement parce qu'on sait que depuis plus d'un siècle, le contexte visuel, qu'il soit d'ailleurs virtuel ou non, a un effet extrêmement fort sur la verticale subjective. C'est-à-dire que celle-ci va être irrésistiblement attirée par l'orientation du contexte visuel. Ça marche chez tout le monde, c'est vraiment très très fort. Mais l'effet est connu pendant l'exposition au contexte incliné. On avait donc une question intermédiaire, on va dire, qui est est-ce que cet effet eh bien, il se prolonge dans le post-test quand on arrête la réalité virtuelle et qu'on est dans le noir? Et est-ce qu'il va y avoir à nouveau une extension sur le droit de vent subjectif? Je vais d'abord vous présenter, ah oui, la méthode d'abord, c'est bien. Alors, la méthode, on a 50 participants dans notre étude et la plupart ont participé à 2 sessions. Session de réalité virtuelle inclinée et d'adaptation prismatique à intervalles de 7 jours en moyenne. Pour la réalité virtuelle inclinée, on avait typiquement une durée d'immersion de 12 minutes à peu près dans différents décors qui étaient randomisés. Et pour l'adaptation prismatique, on avait une procédure très classique dans la littérature, 250 pointages, avec adaptation prismatique vers la gauche ou vers la droite. Le côté à chaque fois était contrebalancé, c'était une variable intersujet. Forcément, le même sujet ici allait par exemple faire réalité virtuelle inclinée vers la gauche, de 18 degrés par ailleurs, et peut-être adaptation prismatique vers la droite. Voici maintenant les résultats pour l'adaptation prismatique. Donc, comme attendu, on a confirmé l'effet fort d'adaptation sur le droit de vent que vous avez en X. Entre le pré-test et le post-test, on va typiquement avoir des déviations de 3-4 degrés qui sont opposées au prisme, comme attendu. Donc, on réplique bien la littérature ici. On va aussi avoir une petite extension de cet effet sur la verticale subjective, toujours en X. Avec cette fois-ci des effets post-test, vous voyez, toujours opposés en polarité à la direction des prismes, et de magnitude beaucoup plus petite, de l'ordre d'un demi-degré à peu près. Du fait de ces petites tailles d'effets, et du fait aussi d'avoir des valeurs marginalement significatives, on va dire, on s'est dit que ça serait intéressant de mettre à l'épreuve la robustesse de ces résultats avec une réplication. On a eu 21 nouveaux participants qui ont participé à une autre étude dans laquelle, cette fois-ci, ces derniers effectuaient 2 sessions d'adaptation prismatique, gauche et droite. Comme ça, on était dans un design intra-sujet avec une bonne puissance statistique. On a à nouveau répliqué, comme tout à l'heure, l'effet classique de l'adaptation prismatique sur le droit de vent. Et à nouveau, on retrouve une extension de l'effet sur la verticale. La p-valeur confirme qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de la population. Et on retrouve des tailles d'effet à peu près similaires, de l'ordre d'un demi-degré. Dans l'ensemble, on a donc des résultats qui vont, ça va peut-être vous surprendre, mais plus ou moins compatibles avec nos 2 hypothèses, à la fois 2D et 3D. Alors pourquoi?
D'une part, cet effet d'adaptation prismatique sur la verticale, on peut se dire qu'elle est bel et bien compatible avec l'idée d'une représentation 3D. Néanmoins, l'effet qu'on va observer ici en rouge va être dans la mauvaise direction, entre guillemets, et qui plus est, la magnitude est quand même pas très très grande. Et un dernier argument que je n'ai pas présenté ici, c'est que quand on fait les corrélations entre les effets post-test sur le droit devant et sur la verticale, on ne retrouve absolument pas de corrélation. Donc, c'est pas très clair si on est plutôt sur du 2D ou du 3D ici. Et la réponse à cette question pourrait en fait reposer sur le type de mécanisme qui est en jeu dans cet effet post-test. Est-ce que l'adaptation prismatique a bel et bien modulé la graviception du lunar? Ou alors, est-ce qu'elle agit plutôt à un plus bas niveau en biaisant l'encodage visuel de la ligne que l'on doit ajuster à la verticale? Peut-être via une subtile torsion des yeux. Une limite qu'on doit mentionner ici, c'est l'absence de conditions prisme neutre qui aurait permis, de façon intéressante, de voir les fluctuations aléatoires entre pré-test et post-test et qu'on aurait pu comparer aux deux autres conditions prisme et gauche. Voici maintenant les résultats pour la réalité virtuelle inclinée. Vous avez ici en X la verticale visuelle et vous pouvez voir qu'entre le pré-test et la VR, il y a un changement majeur d'ajustement. Comme attendu, la verticale va être ajustée dans la direction du contexte visuel, avec ici des effets test de l'ordre de 11 à 12 degrés, et cet effet est systématique. Donc, on réplique très très bien la littérature. Néanmoins, quand on éteint les lumières, disparition totale de l'effet. Normalisation immédiate de la verticale visuelle. Donc, on est un peu déçu. Ce n'est donc dès lors peut-être pas si étonnant qu'on n'observe pas non plus d'extension de l'effet sur les mesures de droit devant. Donc malheureusement ici, il y avait une impossibilité de tester notre hypothèse théorique qui était conditionnelle au fait d'avoir tout d'abord un effet sur la représentation de la verticale. Et comme on n'a pas cet effet-là, on ne peut rien conclure par rapport à nos prédictions. C'est quand même un résultat qui va être intéressant en soi, parce que cet effet post-test nul, de façon provocatrice, on peut se demander si c'est pas la fin d'une piste clinique, dans le sens où on se demandait si on ne pouvait pas venir immerger des patients avec une mauvaise représentation de la verticale en réalité virtuelle pendant un certain temps et voir si ensuite ils avaient une meilleure représentation en post-test. Bon, on a des données en cours d'investigation sur le sujet. Maintenant, je vous propose de passer notre dernière étude, qui est l'étude 5. On a utilisé un lissage visio attentionnel. Alors pourquoi attentionnel cette fois-ci? Notre objectif, ça n'était pas cette fois de venir biaiser le droit devant, mais plutôt d'induire un biais attentionnel dans le plan horizontal. L'idée, c'est que dans l'exigence spatiale, on a quand même des mécanismes attentionnels. On n'a pas seulement une déviation de la référence égocentrée, on a aussi cette attraction magnétique vers la droite. Ce qui laisse sous-entendre qu'on pourrait peut-être avoir un lien entre des mécanismes d'attention spatiale et de graviception. L'idée, c'est, est-ce que si j'induis un pseudo-biais attentionnel chez le sujet sain, une pseudo-négligence, est-ce que je vais induire en retour une sorte de pseudo-biais de verticalité aussi? On s'attendrait alors à ce type de pattern chez le sujet sain. Pour répondre à cette question, on a utilisé le paradigme suivant. C'est assez simple, vous flashez un indice visuel 70 millisecondes sur un côté, et ensuite, typiquement, vous demandez au participant de réaliser une tâche de dissection de ligne perceptive où il doit juger le milieu subjectif du damier, vous voyez? Et quand on va venir justement flasher cette ligne-là, ça viendrait augmenter la saillance perceptive de ce côté-là de l'espace, avec pour conséquence de rendre cette partie-là de la ligne plus grande sur un plan perceptif. Et si elle est perçue comme plus grande, ça donne ça. Vous voyez, donc le milieu subjectif va être immédiatement décalé vers la droite, en conséquence. On a utilisé ce type de paradigme donc pour venir tout d'abord biaiser les performances dans une bisection de ligne. Donc pour vérifier que notre paradigme déjà marche bien, première étape. La deuxième étape, on a aussi testé la verticale visuelle en flashant des lignes à différentes orientations. Et le sujet devait dire si la ligne était décalée à gauche ou à droite de la vraie verticale.
On avait trois conditions de flash. Soit on flashait un indice visuel à gauche, soit à droite, soit une condition contrôle sans aucun flash. Et on mesurait le milieu de ligne subjectif et la verticale subjective à l'aide d'un paradigme double escalier que je ne vais pas décrire ici. On pourra y revenir plus tard si vous voulez. Tout d'abord, on a bel et bien une confirmation de la littérature, c'est-à-dire que comparé à une condition contrôle sans aucun indice, eh bien, le milieu de ligne subjectif va venir être biaisé dans la direction de l'indice qui est flashé. Et l'effet est symétrique. Donc, quand j'ai flashé la ligne sur la gauche, j'ai attiré l'attention vers la gauche, et ça va être objectivé par ces différences de milieu de ligne subjectif. En revanche, on ne va pas observer d'effet post-test cette fois-ci sur la verticale subjective, avec des différences non significatives entre nos conditions de flash. On a donc des résultats qui, dans l'ensemble, sont compatibles, cette fois-ci, de façon assez claire, hein, avec l'hypothèse de représentation en deux dimensions. Néanmoins, attention, les biais attentionnels que l'on va induire chez le sujet SAM ne sont pas forcément de la même nature ou aussi complexes que les biais attentionnels que l'on va induire chez le patient. Enfin, on ne va pas l'induire, hein, c'est la lésion hémisphérique qui va l'induire. Alors maintenant, si on prend tout ce patchwork d'études, qu'est-ce que ces dernières ont à nous dire par rapport à notre hypothèse? Je pense que dans l'ensemble, ces dernières sont davantage compatibles avec l'hypothèse de représentation indépendante pour le droit devant et la verticale. On a un premier groupe d'études, on l'a vu, qui sont plutôt compatibles avec l'hypothèse de représentation en 2D, du fait de cette absence de lien entre erreur graphomotrice latéralisée et en inclinaison dans du matériel graphique, et du fait de l'étude numéro 5, qui montre une absence de lien entre attention spatiale latéralisée et verticale subjective. On a des résultats un petit peu plus mitigés ensuite avec, premièrement, notre première étude. On a des corrélations modérées entre ce phénomène de négligence spatiale et de verticale subjective inclinée, et surtout une absence de double dissociation entre les deux comportements. Mais à nouveau, il nous faudra, via des travaux de neuroimagerie, bien vérifier que la taille de la lésion n'est pas impliquée dans cette double dissociation. On peut facilement imaginer que si on a des très fortes lésions, très sévères, on pourrait venir simultanément venir biaiser ces deux types de verticales à la fois. Et l'étude 4, comme on l'a vu, va être légèrement plus en faveur de l'hypothèse de représentation 2D avec cet effet sur la verticale subjective qui reste encore à éclaircir en termes de mécanisme. On peut donc proposer le compromis suivant. L'idée, ce serait que ces représentations référées au droit devant et au droit dessus seraient sous-tendues par des bases neurales partiellement communes, mais tout de même sous-tendant des fonctions distinctes. On peut imaginer que des lésions, par exemple au niveau de la jonction temporopariétale, de l'opercule pariétal, de l'insula postérieure, qui sont des zones d'intégration à la fois vestibulaires et également impliquées dans les jugements égocentrés, dans l'attention spatiale, soient impliquées dans deux réseaux différents, un réseau qui code pour du droit devant et un réseau qui code pour de la verticale. Néanmoins, on aurait quand même affaire à deux réseaux et deux fonctions bien distinctes pour ces deux types de représentations. Notre façon de dire les choses, c'est que notre représentation en trois dimensions, référée au droit devant et au droit dessus, serait finalement issue d'un codage implicite. C'est-à-dire que le cerveau utiliserait surtout une mosaïque de représentation en deux dimensions pour le droit devant et le droit dessus, ce qui finalement reviendrait au même, de façon implicite, à avoir une représentation en trois dimensions. Je vais conclure par quelques perspectives. Sur un plan expérimental, tout d'abord, il serait très intéressant de voir si on a une généralisation de cet effet sur la verticale subjective par les prismes chez le patient également. Il y a une perspective assez intéressante puisque si on arrive à induire des petits biais, en fonction du biais de verticale visuelle initial que l'on constate chez le patient, on pourrait lui proposer une séance d'adaptation prismatique et voir si ça recalibre dans le bon sens sa verticale visuelle, typiquement. Et est-ce que ça a des effets, bien sûr, sur un plan fonctionnel en termes de contrôle postural? Pour la réalité virtuelle, il faudrait tester le droit devant subjectif pendant l'immersion. Ça demanderait un peu de matériel technique, un oculomètre, des tâches un peu différentes.
Là, ici, on n'avait pas le matériel pour, on va dire. Et sur un plan observationnel, alors là, il y a vraiment tout un champ des possibles qui s'offre à nous, hein, puisque ce lien entre vertical et négligence spatiale, on l'a étudié ici via les facettes corporelles et extracorporelles de la négligence spatiale. Mais on a d'autres facettes qui existent, et notamment une facette allocentrée. On n'a pas vraiment étudié de façon spécifique avec nos tests, qui sont surtout des tests de perception égocentrés. On peut voir ici également des patterns de lésions qui sont associés à certains profils de négligence spatiale. Par exemple, ici, dans des tâches de barrage de cloche, de barrage de ligne, quand on a de la négligence, on va observer ce type de lésion, par exemple, etc. On a plusieurs facettes et à chaque fois, on peut voir que les patterns de lésion ne sont pas forcément les mêmes, ce qui laisse présumer que on va avoir des facettes de négligence spatiale qui ne vont pas forcément être liées à une représentation inclinée de la verticale. Donc, c'est vraiment un champ d'investigation à part entière qui s'ouvre ici. Enfin, on a également une petite perspective clinique, c'est un peu d'extrapolation, mais pourquoi pas. Si effectivement le matériel graphique incliné renvoie bien à une représentation inclinée de la verticale, dans ce cas-là, on aurait tout avantage à diagnostiquer le plus tôt possible chez le patient l'orientation graphomotrice. Et si celle-ci est extrême, eh ben, on peut se dire, effectivement, est-ce que ce patient va à l'avenir présenter des risques de chute et de latéropulsion? On pourrait notamment proposer ces tests très très tôt post-AVC, quand le patient est alité et que, par exemple, on ne peut pas le transporter jusqu'à une roue pour faire une tâche verticale posturale. Il y a des difficultés de transfert. Il me reste enfin à remercier toutes les personnes qui ont contribué de très près à ce travail, comme tous les co-auteurs, ou un peu plus loin, avec tous les conseils, les encouragements, etc. Donc voilà, merci à toutes ces personnes et merci à vous pour votre attention.